Au Moyen Âge, les guerres ne se menaient pas avec des drones ni des armes à feu à distance. On combattait de près, face à face avec l'ennemi, au cliquetis des épées et au fracas des lances. Quand on évoque un guerrier médiéval, beaucoup s'imaginent un vaillant chevalier en armure brillante à cheval. Pourtant, derrière chaque chevalier se tenaient des dizaines, voire des centaines de soldats ordinaires, souvent de pauvres fantassins, une lance à la main. C'étaient donc précisément ces lanciers qui portaient sur leurs épaules le poids de la plupart des batailles, et c'était précisément leur vie qui était remplie de conditions d'une cruauté inattendue et de privations. Dans cette vidéo, vous découvrirez à quoi ressemblait le sort quotidien du lancier médiéval, de l'enrôlement en passant par la dure vie sur le terrain, jusqu'à la réalité impitoyable des batailles et de leurs conséquences. Les guerriers à pied médiévaux avaient la vie dure dans tous les sens. Ils n'étaient pas chantés par les bardes ni consignés dans les chroniques comme les nobles en armure. Ils restaient souvent anonymes, bien que la victoire ou la défaite dépendît précisément d'eux. Au Moyen Âge, il n'existait pas de convention pour protéger les soldats ordinaires. Si vous étiez un lancier non noble, vous ne pouviez espérer ni pitié de l'ennemi ni riche récompense. À quel point la vie d'un tel homme était-elle donc cruelle? Imaginons-nous cela ensemble. Dans un instant, nous révélerons tout ce qu'impliquait devenir lancier et survivre dans un monde où la guerre était monnaie courante et la compassion rare. Les lanciers étaient la pierre angulaire des armées médiévales. Il s'agissait généralement d'hommes simples d'origine non noble, des paysans de village, la populace urbaine, mais aussi divers aventuriers ou mercenaires qui avaient pris en main une lance et un bouclier. Tandis que les chevaliers provenaient de familles nobles et considérèrent le combat comme leur devoir et leur privilège, le lancier était souvent un simple sujet, appelé à la guerre par décision de son seigneur. Au XIIe et XIIIe siècle, les sources mentionnent l'infanterie rarement et avec mépris. La société de l'époque percevait les chevaliers bien armés à cheval comme la seule force vraiment significative sur le champ de bataille. Les unités à pied étaient donc considérées comme subalternes, et les chroniqueurs ne leur accordaient qu'un minimum d'attention, généralement de manière marginale seulement. La position du lancier dans la hiérarchie médiévale était basse, le code chevaleresque ne considérait même pas comme loyal qu'un fantassin non noble défie un chevalier en duel ou se dresse contre lui au combat. Si par hasard un lancier abattait un adversaire noble, les nobles le prenaient comme un affront. On ne chantait pas de préférence de tels exploits de simples soldats. Pour les chevaliers, il était impensable qu'un simple fantassin pût leur être égal. Quand ils se trouvaient face à face, le chevalier avait, grâce à son armure lourde et son entraînement, une chance bien plus grande de survivre à l'affrontement qu'un lancier légèrement protégé. De plus, il existait un usage tacite, selon lequel un noble fait prisonnier serait libéré après la bataille en échange d'une grasse rançon. On ne faisait généralement pas de mal à un tel captif. En revanche, un simple fantassin fait prisonnier ne pouvait espérer ni pitié ni rançon. Il était dispensable. Si quelque chose illustre parfaitement comment les élites de l'époque regardaient les lanciers, c'est le fait qu'on ne comptait pas sur eux comme individus, mais comme une foule de populaces. Pourtant, aucune armée ne pouvait se passer de ces guerriers, non nobles. Lors de la défense des châteaux et des villes, les lanciers à pied formaient une composante irremplaçable des garnisons. Dans les grandes batailles en rase campagne, ils se tenaient souvent au premier rang pour intercepter l'assaut de l'ennemi. C'étaient eux qui devaient en premier affronter les charges de cavalerie ou combattre contre l'infanterie ennemie. Leur rôle était ingrat et risqué. Mais comment un homme ordinaire devenait-il lancier et qu'est-ce qui l'y menait? Dans un instant, vous découvrirez comment se déroulait le recrutement et l'entraînement de ces hommes. Dans les royaumes médiévaux, s'appliquait à divers degrés l'obligation militaire. Quand le seigneur du pays déclarait une campagne militaire, ses sujets devaient fournir un certain nombre d'hommes capables de combat. Pour un paysan, cela signifiait laisser les champs en friche, prendre une arme et se présenter au lieu de rassemblement de l'armée.
Tous n'en étaient pas enthousiastes. S'enrôler pour la guerre signifiait risquer sa vie et le gagne-pain de sa famille. Selon un document de l'an 1039, le duc tchèque Břetislav Ier fit même porter parmi le peuple, en guise d'avertissement, une corde tressée d'écorce de tilleul. Cette corde symbolisait le nœud coulant qui attendait quiconque refuserait d'obéir à l'ordre de mobilisation. Si fortement les seigneurs devaient-ils parfois presser pour amener leurs sujets à la guerre. La motivation des hommes simples à devenir lanciers n'était cependant pas seulement la peur du châtiment. Certains voyaient dans la guerre une possibilité de gain et d'aventure. Si un souverain ou un noble avait besoin de soldats, il engageait aussi des mercenaires, des combattants professionnels contre salaire. Pour un jeune homme pauvre de village, l'offre de solde pouvait être attirante. Le salaire d'un simple fantassin n'était certes pas élevé, mais il pouvait tout de même dépasser ce que l'intéressé aurait gagné chez lui comme journalier. Par exemple, au XIVe siècle, les archers ou lanciers anglais à pied pouvaient recevoir environ 2 pence par jour, ce qui se rapprochait du salaire d'un ouvrier non qualifié de l'époque, et s'y ajoutait la perspective de butin. La perspective d'un gain rapide du butin de guerre attira plus d'un téméraire, même si elle était payée de sang. En ce qui concerne l'entraînement, celui-ci était généralement très basique ou inexistant chez les simples lanciers. Les paysans appelés aux armes apprenaient souvent à manier correctement la lance pour la première fois sur le chemin du champ de bataille. Les armées féodales comptaient sur le fait qu'une masse numérique d'hommes résisterait d'une façon ou d'une autre, et qu'elle serait menée par des commandants et chevaliers expérimentés. Il existait naturellement des exceptions. Par exemple, les milices urbaines s'entraînaient parfois au combat dans le cadre des corporations, et les unités mercenaires avaient généralement de l'exercice pour pouvoir combattre de manière coordonnée. En général, cependant, le simple fantassin n'avait de loin pas un tel entraînement qu'un chevalier, qui depuis l'enfance s'exerçait à l'escrime, à l'équitation et aux compétences de tournoi. Parfois, l'expérience du combattant à pied naissait seulement, en chemin, une bataille après l'autre, qui survivait au premier affrontement, en tirait leçon pour la suite. Le recrutement se déroulait souvent en été ou en automne après la moisson, pour que les campagnes ne croisent pas les travaux agricoles. Les fantassins se rassemblaient au lieu convenu, souvent près d'un château ou d'une ville, et là les commandants les organisaient en unités. Beaucoup arrivaient avec leurs armes simples personnelles, peut-être un épieu de chasse, une hache ou un simple gourdin de bois. S'il y avait assez de temps, se déroulait au moins un bref exercice. Apprendre aux hommes à tenir la formation, réagir aux signaux de sifflet ou de trompette, se ranger en ordre de bataille. Mais ne nous faisons pas d'illusions. La plupart des lanciers novices entraient en guerre avec un minimum de connaissances militaires. Ils devaient s'appuyer sur ce qu'ils avaient observé chez les plus expérimentés, ou sur leur instinct de survie. Dans un instant cependant, nous dirons ce qui maintenait les soldats ensemble malgré la peur omniprésente, avant de nous lancer dans la bataille elle-même. Pour qu'une armée arrive à la bataille en un seul morceau, elle devait maintenir la discipline. À différentes époques et dans différentes armées, régnaient des règles plus ou moins strictes, mais généralement parlant. La discipline militaire était dure et les châtiments cruels. Au-dessus des têtes des lanciers planait la menace de punition non seulement de l'ennemi, mais aussi de leur propre commandant. Par exemple, la désertion, c'est-à-dire la fuite de l'étendard, était généralement punie de mort. Les commandants savaient bien qu'avant la bataille, beaucoup d'hommes avaient envie de s'enfuir chez eux. C'est pourquoi les gardes surveillaient attentivement le camp même pendant la marche, pour que personne ne s'échappe. Quand un déserteur était rattrapé, un châtiment exemplaire l'attendait, souvent la pendaison au plus proche arbre devant l'unité rassemblée, pour que tous voient comment finit un lâche. C'est d'ailleurs peut-être de là que vient ce port de corde de Břetislav pour avertissement. Le soldat devait réfléchir à ce qui était le plus sûr, s'il survivrait à la bataille, ou s'il serait à coup sûr exécuté s'il fuyait. Outre la désertion, on punissait aussi la rébellion, le vol ou la violence à l'intérieur de l'armée. Par exemple, si un soldat levait la main sur un commandant. Les châtiments comprenaient le fouet, la coupure d'oreille ou de nez pour l'exemple. Dans les cas extrêmes, à nouveau la peine de mort.
Les sources médiévales indiquent que les commandants devaient parfois être très stricts pour maintenir sous contrôle une horde de simples hommes armés. Si l'armée se décomposait dans le chaos, la défaite menaçait avant même qu'on en vienne au combat. Un chroniqueur appela les recrues générales lâches et mit en garde contre leur peu de fiabilité au combat, ce qui montre quelle faible confiance les commandants nobles avaient dans le moral de leurs fantassins. Pourtant, beaucoup de lanciers combattaient là courageusement, souvent par solidarité envers leurs camarades et par conscience que fuir n'avait de toute façon pas de sens. Pour maintenir le moral, on utilisait aussi des moyens positifs. Avant la bataille, les prêtres donnaient la bénédiction aux soldats, des messes de campagne avaient lieu. Les hommes priaient, confiant leurs âmes à Dieu, ce qui donnait à beaucoup force intérieure et réconciliation avec une mort possible. En même temps, les aumôniers et capitaines leur rappelèrent et pourquoi ils combattaient, que ce soit la défense de leur propre foyer, de la foi ou juste la loyauté envers le Seigneur. Résonnaient des cris de guerre et des devises qui devaient élever l'esprit combatif. Par exemple, on rapporte qu'avant la bataille de Moravské Pole, en l'an 1278, l'armée tchèque criait « Dieu est saint Venceslas » et chantait le choral « Hospodin, Pomilujni » pour renforcer la détermination. L'esprit de camaraderie entre soldats jouait aussi un rôle non négligeable. Les lanciers, qui avaient dû passer ensemble des mois de privation, créaient souvent des liens d'amitié solides. Ils combattaient côte à côte avec des hommes qu'ils connaissaient du même village ou de la même corporation. Au moment critique, ils ne voulaient pas se laisser humilier devant leurs camarades. Beaucoup d'histoires racontent que des soldats restèrent sur place seulement parce qu'ils ne voulaient pas fuir et laisser leurs amis dans cette situation. Cette solidarité était peut-être ce qu'il y avait de plus précieux pour maintenir les simples fantassins face à l'horreur du combat. La conscience qu'ils n'étaient pas seuls dans cette affaire donnait du courage, même là où les perspectives étaient terrifiantes. Mais même les hommes les plus dévoués ressentaient la peur. La peur avant la bataille était omniprésente. Les soldats la chassaient par des plaisanteries grossières, des prières et des rasades d'alcool. Avant l'affrontement même, beaucoup s'accordaient une bonne gorgée d'eau-de-vie ou de vin, s'ils en avaient, pour se donner du courage. Les annales de différentes époques mentionnent qu'avant le combat, de l'alcool était distribué aux soldats. Les commandants le toléraient silencieusement, car un peu d'ivresse émoussait l'horreur, et les hommes se jetaient ensuite au combat plus furieusement. Il est probable que le lancier médiéval aussi allait au combat le cœur battant, une prière sur les lèvres et peut-être légèrement éméché, pour surmonter ses genoux tremblants. La guerre n'aboutissait pas toujours à une grande bataille en rase campagne. Il arrivait souvent que l'adversaire préfère s'enfermer dans son château ou sa ville fortifiée et contraigne l'attaquant au siège. Pour le lancier, cela signifiait une autre épreuve tout à fait spécifique. Encercler une forteresse et attendre que les défenseurs se rendent de faim pouvait durer des semaines ou des mois. Les soldats à pied devaient entre-temps construire autour des remparts un campement et des tranchées, surveiller toutes les voies de fuite et faire face aux sorties occasionnelles des défenseurs. La routine quotidienne était de creuser des fossés et construire des tours de siège ou des levées, travail pénible et dangereux sous le tir ennemi. Les arbalétriers sur les remparts savaient particulièrement rendre la vie difficile aux assiégeants, qui apparaissaient imprudemment pendant le jour de derrière son bouclier ou son terrassement pouvaient compter sur une flèche dans le corps. Dans le camp des assiégeants régnaient des conditions similaires à celles d'une campagne ordinaire, à la différence près que l'armée ne pouvait pas bouger de place. Les provisions des alentours s'épuisaient en vite, l'armée brûlait souvent tous les villages autour du château et mangeait ce qui était possible. Puis, les convois de ravitaillement devaient transporter la nourriture de loin, ce qui n'était pas toujours possible et fiable. De temps à autre, les défenseurs du château entreprenaient des sorties nocturnes, au cours desquelles ils détruisaient les machines de siège et tuaient les gardes. Pour les lanciers de garde, c'étaient les pires moments. Être surpris dans l'obscurité par une sortie et tué devant ses propres tentes. La tension dans de tels moments était énorme. À l'intérieur de la forteresse aussi, on souffrait. Les vivres et l'eau manquaient aux habitants.
Les maladies se répandaient parmi les soldats sur les remparts. Les assiégeants tentaient de briser les défenseurs par divers moyens. Dans un instant, nous révélerons quels trucs cruels étaient utilisés lors des sièges. À la pression psychologique appartenait par exemple le fait de jeter par-dessus les remparts des têtes coupées de prisonniers ou d'animaux morts, d'une part pour effrayer les adversaires, d'autre part pour répandre l'odeur et la contagion à l'intérieur. Parfois, les attaquants exposèrent devant les remparts des défenseurs faits prisonniers et menacèrent de les exécuter si la forteresse ne se rendait pas. La guerre médiévale savait être cruellement inventive. Le lancier du côté assiégeant était témoin et exécutant de tels actes. Quand cependant le château ne se rendait pas, il ne restait qu'à tenter l'attaque frontale. Pour les soldats à pied, c'était une des tâches les plus dangereuses, donner l'assaut aux remparts. Avec des échelles ou par une rampe, ils devaient grimper sous le tir vers le haut, tandis que les défenseurs versaient sur eux de l'eau bouillante ou de la poix, jetaient des pierres et tiraient de près à l'arbalète. Les pertes des attaquants étaient énormes. Les premiers hommes sur les échelles étaient souvent abattus et taillés en pièces avant même d'avoir pu escalader le bord des remparts. Le reste des soldats en bas ne devait cependant pas se laisser décourager. Les commandants poussaient à coups de fouet et en criant de nouvelles vagues de lanciers vers le haut, à la rencontre d'une mort presque certaine. Quand la forteresse était enfin prise, la frustration des assiégeants se transformait souvent en une cruauté immense envers les vaincus. Les soldats, exaspérés par la longue résistance, massacraient fréquemment tous ceux qu'ils trouvaient, non seulement les soldats, mais aussi les civils. Les documents historiques sont pleins de mentions de massacres après la prise de ville. Les lanciers goûtaient donc aussi au rôle d'exécuteurs d'horreur. Ils incendiaient les maisons, pillaient les biens, et malheureusement tuaient parfois aussi femmes et enfants. Dans la mentalité médiévale, c'était partiellement toléré comme droit du vainqueur. Pour les soldats eux-mêmes, cela signifiait non seulement du butin, mais peut-être aussi un endurcissement des sentiments. Après une telle expérience, le retour à la vie normale était encore plus difficile. Le siège signifiait donc pour le lancier apparemment moins de risques de combat direct qu'une bataille ouverte, mais d'autant plus de privations prolongées et de cruauté. La faim, les maladies et le désespoir étaient à l'ordre du jour. Ce n'est pas pour rien qu'on disait que la faim est plus puissante que l'épée. Plus de châteaux tombèrent par la famine que par l'assaut. Pour notre soldat à pied, le résultat était cependant souvent le même. Soit il périssait pendant le siège, soit il survivait seulement pour s'empêtrer dans une autre boucherie sanglante lors de la prise des remparts. Mais revenons maintenant à notre lancier sur le champ de bataille. Nous attend le moment culminant. La bataille elle-même, qui en quelques heures frénétiques décide de la vie et de la mort. Imaginons que nous nous tenons au milieu d'une formation d'infanterie, au bord d'une plaine de bataille. Notre lancier serre à deux mains le manche de sa lance si fort que ses articulations blanchissent. Il a la gorge serrée et la bouche sèche. La peur atteint son sommet. Autour, il entend le souffle de centaines d'hommes, le bruissement des armures et des bannières dans le vent. Face à nous, au loin, l'ennemi se range. Encore quelques minutes de silence tendu et l'enfer commence. Soudain, résonnent les trompettes et le cri de guerre. La bataille commence. La ligne des fantassins est arrosée des premières flèches et carreaux d'arbalète que l'ennemi a décochés. Le lancier entend le sifflement, puis les cris soudains de douleur quand les flèches transpercent les hommes touchés. Qui a un bouclier le lève instinctivement au-dessus de sa tête. Chance, si la flèche frappe le bois du bouclier avec un bruit sourd. Beaucoup de projectiles trouvent cependant leur cible. Un soldat à quelques pas de nous lâche sa lance et avec une expression surprise s'effondre à terre, une plume noire de flèche dépassant de son cou. Notre lancier n'a pas le temps de réfléchir, l'air est plein du bruit des projectiles, l'adrénaline pompe. Certains hommes autour jurent, tous se signent, d'autres poussent des cris de guerre pour s'encourager et couvrir la peur. Et puis cela arrive, l'affrontement rapproché. La lourde cavalerie adverse s'est élancée et déferle directement sur la ligne des lanciers. Des dizaines de chevaux au galop, les chevaliers lances baissées dirèrent leurs pointes sur les nôtres. La terre gronde sous les sabots. Tenez la ligne,
crie le commandant. Notre lancier s'arc-boute, pied dans le sol, présente sa lance devant lui comme une baïonnette contre le déferlement de chair et de fer. Avec ses camarades, il crée une barrière dense de pointe. Les chevaux approchent, leur souffle et leur galop assourdissant. Au dernier moment, certains s'effraient et se dérobent devant la forêt de lances, mais pas tous. Retentit un choc terrifiant. Les lances chevaleresques frappent les boucliers et les corps des fantassins. Le premier rang des lanciers est littéralement balayé comme des brins d'herbe. Plusieurs chevaux sont embrochés sur les lances et hennissent de douleur. Les chevaliers dit-on mettent de cheval dans la boue. Le chaos s'installe. Le lancier essaie de garder l'équilibre dans la bousculade. À côté de lui, un cheval a percé une brèche. Il voit l'énorme animal renverser deux hommes et les piétiner. L'un d'eux crie atrocement quand le sabot lui broie la jambe. Notre soldat pique de sa lance le cavalier sur le cheval, vise un endroit non protégé. Peut-être les flancs du cheval ou la cuisse du chevalier entre les plaques. Peut-être a-t-il de la chance, et touche-t-il. Le chevalier vacille, le cheval se cabre et tous deux tombent. Mais aussitôt déferlent de nouvelles vagues de fantassins ennemis. Notre formation est percée, et on se bat homme contre homme. Le champ de bataille est un enfer. Partout autour de nous sifflent les armes, claquent le fer, rugissent les blessés. L'air pue la sueur, le sang et l'odeur animale des chevaux terrifiés. Le lancier a depuis longtemps jeté sa lance brisée et tient maintenant en main une courte épée qu'il a arrachée du corps d'un mort. Face à lui se rue un fantassin ennemi avec une massue. Le coup sur notre bouclier est si fort que le bras du lancier s'engourdit de douleur. Instinctivement, il pique de l'épée vers l'avant. Il sent la résistance alors que la lame pénètre dans le ventre de l'ennemi. L'homme hoquette et s'affaisse sur les genoux. Il n'y a pas le temps de se réjouir, car aussitôt de la gauche arrive un autre adversaire avec une hallebarde. Notre soldat lève son bouclier, la hallebarde se plante dans le bois, et manque de l'arracher de sa main. Dans tout cela, quelqu'un par derrière a heurté notre lancier, qu'il a failli faire tomber. Probablement un camarade dans la bousculade. La bataille médiévale était un fouillis désordonné de combats par petits groupes. Les formations se désagrégèrent souvent après le premier choc. Chacun combattait celui qu'il avait devant lui et tentait de survivre. Le lancier pouvait se retrouver face à un fantassin ennemi de sort semblable, ou bien un chevalier blessé sans cheval lui barrait la route. Si notre lancier voyait devant lui un chevalier blessé qui avait perdu son cheval et maintenant s'agenouillait à terre, il n'hésiterait pas. Malgré la noblesse chevaleresque, à ce moment-là, c'est un ennemi comme un autre. Il se jette sur lui, pique. Le chevalier crie de douleur. Son armure de plate protège certes beaucoup, mais les coups arrivent d'autres fantassins enragés autour. Le fantassin non noble ne devait techniquement pas tuer un noble selon les idéaux chevaleresques, mais dans la bataille, les idéaux passaient au second plan. Il s'agissait de la vie. Et ainsi de nombreux chevaliers sur les champs de bataille furent effectivement tués par de simples soldats en surnombre, quand ils tombèrent de cheval. Les chevaliers considéraient cela comme barbare, mais telle était la réalité. Si notre lancier avait de la chance, il pouvait sortir du combat direct avec seulement quelques estafilades. Mais la plupart de ses camarades n'avaient pas cette chance. Dans la mêlée de bataille, beaucoup étaient mortellement blessés. Les blessures étaient atroces. Une hache coupait la main de quelqu'un, une épée fendait un crâne, une lance transperçait le ventre. Beaucoup de soldats mouraient lentement, ensanglantés et en criant horriblement, quand ils étaient piétinés par les chevaux, ou quand ils gisaient le ventre ouvert en essayant de maintenir leurs entrailles à l'intérieur de leur corps. La bataille était courte. Souvent, elle ne durait qu'une heure ou deux de combat intense, mais elle savait faire un carnage sanglant. Selon les documents de l'époque, la chance de survie d'un soldat ordinaire à une bataille était d'environ 50-50. Surtout si les forces des deux camps étaient équilibrées. Il s'agissait vraiment d'un coup de dé. Soit vous survivez, soit vous tombez, moitié-moitié. Le moment clé de la bataille était l'instant où un camp commençait à reculer ou à fuir. Dans notre cas, imaginons que l'armée ennemie s'est brisée et prend la fuite. Cela signifie cependant pour leurs lanciers une catastrophe complète. C'est précisément dans la déroute que meuraient le plus de vaincus. Les vainqueurs, encouragés par le triomphe, poursuivent les fuyards et les massacrent impitoyablement par derrière. C'est plutôt une chasse qu'un combat.
Les lanciers en retraite jettent leurs boucliers pour pouvoir courir. Beaucoup abandonnent même leur casque parce qu'ils veulent fuir plus vite. Mais la cavalerie chevaleresque à cheval les rattrape comme le loup les moutons. Un après l'autre, les fantassins restants sont abattus, piqués dans le dos, taillés sur les têtes. Aucune miséricorde. L'ennemi en fuite ne se prend pas en captivité à ce moment-là. On le massacre tant qu'on peut. Craquent les os sous les coups d'épée. Le sang gicle sur le champ comme après la pluie. Qui tombe blessé à terre et peut-être encore achevé par un vainqueur à pied qui court derrière les cavaliers. Dans de tels moments régnait un carnage sanglant. Les chroniques décrivent parfois que les vainqueurs étaient, comme possédés, de tuer et poursuivaient les fuyards sur des kilomètres. Notre lancier, s'il a survécu au combat et appartient au camp victorieux, peut maintenant enfin souffler. Son cœur bat, ses mains tremblent d'épuisement et d'euphorie d'être resté en vie. Autour de lui, il voit une scène terrifiante, le sol jonché de morts et de blessés. Les gémissements des blessés s'élèvent au-dessus du champ de bataille comme le hurlement du vent. Les natures plus faibles s'effondreraient peut-être à la vue de cette dévastation. Mais le lancier endurci ne fait qu'essuyer son couteau ensanglanté et remercie Dieu d'être encore debout. Cependant sa tâche n'est pas encore finie. Arrive le dernier acte, ce qui se passe après la bataille. Immédiatement après la fin de la bataille s'installe un contraste particulier. Le rugissement du combat se tait et est remplacé par les lamentations des blessés et les ordres des commandants. Les soldats survivants se jettent immédiatement sur le pillage du champ de bataille. Notre lancier n'est pas une exception. Il passe entre les corps pour s'emparer de tout ce qui a de la valeur. Il se penche vers un ennemi tombé, lui retire de la main une bague s'il en a une, détache une ceinture avec une bourse. Un autre soldat est justement en train de dépouiller un chevalier mort de sa précieuse armure. Il aura besoin de l'aide de camarades, car le chevalier peut porter une cuirasse de plate qu'un homme peut à peine emporter seul. Après chaque bataille, le champ était plein de fantassins victorieux qui couraient çà et là, retournaient les corps et prenant chaussures, armes, casques, bref tout ce qui pouvait se monnayer ou s'utiliser. Qui avait de la chance trouvait sur un mort une bourse avec de l'argent ou des objets de valeur. C'étaient les moments pour lesquels beaucoup risquaient leur vie. Précisément le butin d'un champ de bataille glorieux pouvait signifier que le soldat rentrait chez lui plus riche qu'il n'était parti. Pendant ce temps, les commandants s'occupent pour eux des prisonniers. Comme on l'a déjà dit, les nobles faits prisonniers au combat avaient l'espoir d'une rançon. C'est pourquoi les vainqueurs les traitaient si possible décemment, les soignaient et les gardaient sous surveillance comme une marchandise précieuse. Mais que dire des lanciers faits prisonniers? S'ils en prenaient vraiment, un sort peu réjouissant les attendait. Les soldats ordinaires vaincus étaient soit tués sur place sur le champ de bataille. Parfois cela se faisait sans pardon, surtout quand les vainqueurs s'étaient énervés dans la bataille par exemple à cause des pertes. Ils ne prenaient alors aucun prisonnier, ou on les utilisait comme main-d'œuvre pour le nettoyage du champ de bataille et l'ensevelissement des morts. Puis on les relâchait, mendiants dans les environs. Souvent ils étaient directement dépouillés de tout ce qu'ils avaient et chassé. Parfois les seigneurs victorieux incorporaient de tels prisonniers du rang dans leurs esclaves ou serfs, ou les emmenaient et les vendaient par exemple aux galères. En général, la vie d'un fantassin prisonnier ne valait pas grand-chose. La guerre était impitoyable envers eux. Personne ne se souciait qu'un simple soldat tombe ou non. Personne ne payait pour lui. Et les blessés? Notre lancier aussi pouvait subir une blessure. Disons que quelqu'un l'a frappé d'une épée au bras. Dans le combat, il ne l'avait même pas senti dans la fièvre de l'adrénaline. Mais maintenant, après le combat, la plaie se manifeste par une douleur cuisante, et le sang suinte à travers la côte matelassée. Les soldats blessés, s'ils en étaient capables, tentaient de se donner eux-mêmes les premiers soins, entourer la plaie d'un chiffon, arrêter l'hémorragie. Dans l'armée médiévale, n'existait aucun système organisé de service de santé. Au maximum était présent un rebouteux, ou barbier, qui savait un peu soigner les blessures. Il extrayait les flèches du corps,
nettoyer les blessures par arme tranchante, effectuer éventuellement l'amputation d'un membre quand c'était nécessaire. Tout cela sans anesthésie, au mieux avec l'aide d'eau-de-vie à boire et pour rincer la plaie. La douleur, le blessé devait la supporter ou tomber dans un évanouissement miséricordieux. Par exemple, si quelqu'un avait une blessure profonde à un membre et que la gangrène commençait, la seule solution était de lui couper le bras ou la jambe, puis cautériser le moignon au fer rouge pour arrêter l'hémorragie. Beaucoup d'hommes ne survivaient pas à de telles interventions, mais étonnamment certains, oui. Les découvertes archéologiques d'os de guerriers montrent que certains vétérans avaient par exemple de vieilles amputations cicatrisées ou des cicatrices sur les crânes de blessures par armes tranchantes qui avaient des guéris. Cela signifie que même dans le Moyen Âge rude, un blessé réussissait parfois à survivre à une blessure grave, s'il avait une santé solide, de bons soins, par exemple dans un monastère, et aussi une grande dose de chance. Mais malheureusement, la plupart des gravement blessés mouraient en quelques jours. L'infection de la plaie était presque certaine. Personne ne connaissait les bactéries. Il n'y avait pas d'antibiotiques. Même une blessure relativement petite, si elle s'infectait, pouvait causer la mort par forte fièvre et empoisonnement du sang. Chevaliers et fantassins mouraient après les batailles d'égratignures banales dans lesquelles s'était mise la gangrène. Notre lancier avec le bras entaillé a donc l'espoir de survivre, si la plaie n'est pas profonde et qu'il la maintient propre. Peut-être qu'un camarade lui versera de l'eau de vie ou de l'argile sur la plaie. Cela se faisait dans l'espoir que les poisons sortent, l'entourera d'un chiffon et priera. Les jours suivants pour le soldat blessé sont un supplice. Sur un chariot avec les autres blessés, il cahote loin du champ de bataille, chaque secousse fait mal. Certains compagnons de blessure dans ce chariot meurent en chemin. Une telle réalité était courante. En ce qui concerne les morts, le sort fut le plus cruel envers eux, en ce qu'après la mort, ils ne reçurent aucun honneur. Si un chevalier tombait, sa famille s'occupait d'un enterrement en règle, où il était temporairement enterré puis transféré plus tard dans un caveau. Mais les lanciers morts, on les enterrait généralement à la hâte, dans des fosses communes près du champ de bataille. Les fosses communes étaient souvent des trous peu profonds, où on entassait les corps les uns sur les autres, et on les recouvrait de terre. Les archéologues ont trouvé de telles fosses communes, par exemple sur le champ de bataille de Visby, en l'an 1361, en Suède. Gisaient des dizaines de corps encore dans leur cotte de mailles, comme les habitants locaux les avaient jetés là dans les jours chauds après la bataille, pour prévenir la peste des corps en putréfaction. Les découvertes squelettiques de Visby et d'autres lieux témoignent d'un traitement brutal. Beaucoup d'os hachés, crânes fracassés. Sur certains squelettes restaient des pointes de flèches plantées dans les os. Un guerrier trouvé avait même les deux os du tibia coupés d'un coup puissant. Le coup lui avait sectionné les deux jambes d'un seul élan. Ailleurs, on a trouvé des crânes fendus jusqu'à la mâchoire. Ces preuves atroces confirment que le combat médiéval ne reculait devant aucune cruauté extrême et que même les blessés étendus étaient souvent achevés de coups supplémentaires, pour être sûrs. D'ailleurs, les vainqueurs ne voulaient pas laisser les ennemis vivants. Sur le champ de bataille restèrent donc étendus les lanciers morts sans nom et sans honneur. Leurs familles souvent n'apprenaient même pas où exactement ils étaient retombés, seulement qu'ils n'étaient pas revenus. En cela résidait une des tragédies de la vie du simple soldat. Il était un rouage anonyme dans la machinerie de guerre. Rois et commandants célébrèrent la victoire dans les chroniques, mais les noms de centaines de fantassins tombaient. Personne ne les enregistrait. Notre lancier a cependant survécu, et l'attend maintenant le chemin du retour, si la guerre était finie. Dès que les combats se turent, ne faisait que commencer un autre chapitre de sa vie. Le retour au civil, ou vers une autre campagne. Dans un instant, nous dirons ce qui attendait le lancier après la guerre, et si les tribulations des longues batailles lui avaient servi à quelque chose. Le simple soldat médiéval ne connut pas les fanfares de victoire, ni les couronnes de laurier de la gloire. Sa plus grande récompense, s'il survivait, était souvent le simple fait qu'il vive et puisse retourner vers sa famille.
Néanmoins, la plupart des combattants ne voulaient non pas partir les mains vides. Le butin devint leur principal gain. Après une bataille victorieuse, comme nous l'avons décrit, les lanciers emportèrent du champ de bataille tout ce qui avait de la valeur. L'armée victorieuse pillait aussi généralement le camp ennemi. C'était vraiment une riche récompense. Tentes, coffres avec de l'argent, provisions de nourriture, chevaux, tout cela revenait aux vainqueurs. Quand la situation le permettait, les soldats se jetaient aussi sur les environs. Ils pillaient les villages et villes ennemies, volaient ce qui se pouvait. Les conquérants emportaient parfois d'un pays étranger un butin énorme. Pour le lancier, cela pouvait signifier une richesse presque fabuleuse. Le cheval et l'armure d'un chevalier mort avaient la valeur de plusieurs années de salaire. Naturellement, tous n'accédèrent pas à un tel butin. Beaucoup dépendaient de la chance et aussi de la cupidité des commandants. Certains seigneurs permettaient à leurs hommes de piller et ne prenaient qu'une part symbolique. D'autres revendiquaient la plupart des objets de valeur pour eux et laissaient des miettes à la troupe. Malgré tout, il arrivait que le vétéran qui rentrait rapporte chez lui par exemple un sac de pièces d'argent, de la vaisselle pillée, une arme de qualité ou un morceau d'armure qu'il pouvait ensuite vendre. Cela représentait pour sa famille une amélioration considérable du niveau de vie, au moins tant que l'argent n'était pas dilapidé dans la taverne, ou tant que quelqu'un ne le lui volait pas. Si notre lancier était mercenaire au service d'un seigneur, il recevait après la fin du service sa solde versée, si le seigneur en avait les moyens. Cela n'arrivait pas toujours. Les chroniques médiévales connaissent des cas où les rois n'avaient pas de quoi payer l'armée, et les mercenaires enrageaient alors, voire parfois se révoltaient. Mais quand tout se passait idéalement, le soldat recevait en main une bourse avec la somme convenue pour les mois passés à la guerre. Cette somme ne devait pas être vertigineuse, mais quelques gros ou écus d'or étaient un bien avec lequel on pouvait recommencer à gérer. Pour le lancier qui était originellement paysan, arrivait après la guerre le temps du retour au foyer. C'était le moment où la dure réalité se heurtait aux espoirs. Tous ne revenaient pas à ce qu'ils avaient quitté. Si la guerre avait dévasté son village natal, il pouvait ne trouver que des ruines et une famille affamée, ou même personne, si ses proches étaient morts ou avaient fui. Il arrivait souvent que le paysan soldat perde par la guerre non seulement ses illusions, mais aussi tous ses biens. Que lui restait-il alors ? Parfois il ne restait qu'à prendre la route et chercher sa subsistance ailleurs, peut-être précisément comme mercenaire professionnel. Le métier des armes devenait ainsi pour beaucoup un destin de vie, car après une campagne en suivait une autre. Au XIVe et XVe siècle, l'Europe connut beaucoup de groupes errants d'hommes armés, soldats licenciés qui ne voulaient ou ne pouvaient retourner au travail paisible, et qui parcouraient ainsi la campagne et se donnaient souvent à la carrière de brigands. C'étaient les soi-disant bandits, routiers et condottières, qui terrorisaient la campagne jusqu'à ce que quelqu'un les engage pour une nouvelle guerre. Les plus chanceux, à qui restaient famille et champs, retournaient simplement à la charrue. Si nous poursuivons le destin de notre lancier, imaginons qu'il se soit traîné chez lui avec quelques cicatrices sur le corps et sur l'âme. S'il avait rapporté du butin, il pouvait peut-être acheter plus de bétail ou un nouveau morceau de terre. Mais en même temps, il portait en lui le trauma des horreurs de guerre. À l'époque, on ne parlait pas des conséquences psychiques, mais certainement beaucoup de vétérans souffrirent de cauchemars, d'accès de colère ou au contraire d'apathie. Aujourd'hui, nous appellerions cela syndrome de stress post-traumatique. À l'époque, un tel homme était simplement désigné comme un original à qui la guerre avait fait perdre la tête. D'autres réglaient leurs souvenirs avec l'alcool. Les vétérans médiévaux aussi s'enivraient souvent pour oublier ce qu'ils avaient vu. La société généralement ne choyait pas les fantassins qui revenaient avec des honneurs. Il n'y avait pour eux ni médaille ni pension. Au mieux, s'il s'agissait d'une milice urbaine et que l'homme s'était distingué, il pouvait recevoir de la commune quelques récompenses ou places permanentes dans la garde. Exceptionnellement,
Si un simple soldat avait fait preuve d'un courage exceptionnel et sauvé par exemple un grand seigneur, il pouvait être élevé. Sont documentés des cas où un souverain éleva un non-noble au rang de chevalier pour héroïsme au combat. Mais c'étaient des exceptions uniques, manifestement seulement une poignée en des siècles entiers. La plupart des lanciers restaient ce qu'ils étaient, des fantassins anonymes qui avaient accompli leur devoir et retournaient à l'anonymat. Les conséquences physiques de la guerre, ils les portaient cependant plus loin. Beaucoup de vétérans vécurent leur vie avec des séquelles permanentes, doigts manquants, cicatrices sur le corps, fractures mal ressoudées. De tels hommes ne pouvaient plus travailler pleinement au champ ou à l'atelier. Ils finissaient souvent comme mendiants, aux portes des églises, dépendant des aumônes. Dans les villes médiévales, il n'était pas inhabituel de rencontrer un infirme qui avait perdu une jambe ou un œil au service du roi. Et maintenant, demandait un peu de pain. La vie du lancier après la guerre n'était donc souvent pas beaucoup meilleure que cette misère de guerre. D'un autre côté, si nous laissons de côté les tragédies individuelles, l'histoire a montré que le rôle des simples soldats grandissait. Par exemple, les guerres hussites, au XVe siècle en Bohême, renversèrent les rapports traditionnels. Des bourgeois et paysans ordinaires, armés de fléaux, piques et armes à feu primitives, réussirent à vaincre de nombreuses armées de chevaliers. Des lanciers et tireurs devinrent soudain des adversaires redoutés que personne ne sous-estimait plus. À la fin du Moyen Âge naissaient ensuite des armées permanentes de mercenaires composées de fantassins professionnels, lansquenets, piquiers, mousquetaires. Bref, l'époque des chevaliers passa, et arriva l'âge du soldat ordinaire, qui devint l'épine dorsale de l'armée. Mais cela ne change rien au fait que sa vie resta cruelle. Les uniformes changèrent, les armes se perfectionnèrent, mais la misère, la peine et le danger pour le fantassin restèrent les mêmes. Quand nous regardons en arrière sur le destin du lancier médiéval, nous pouvons nous dire qu'il vécut une vie cruelle, pleine d'incertitudes. Il dut supporter l'inconfort, la faim, les maladies, la discipline brutale et l'horreur immédiate du combat. Il était une simple figurine dans le jeu des puissants. Et pourtant c'était précisément grâce à des milliers de telles figurines que s'écrivait l'histoire. Peu connaissaient leurs noms, mais chaque guerre reposait sur leur sang et leur sueur. Bien que des siècles aient passé depuis les batailles médiévales, le sort du simple soldat à la guerre a encore aujourd'hui beaucoup de traits communs. Le soldat moderne n'a certes généralement pas en main une lance de bois, mais un fusil, et un gilet pare-balles le protège au lieu d'une cotte matelassée. Pourtant il porte encore le principal fardeau des combats. De même qu'autrefois, les lanciers portaient le poids des attaques des chevaliers. Aujourd'hui encore, vaut que les décisions des puissants sont exécutées par les soldats du rang, et ceux en ligne de front éprouvent souvent des conditions extrêmes, la peur, l'épuisement, et parfois malheureusement aussi l'indifférence du commandement. Les armées modernes s'efforcent certes d'assurer aux soldats de meilleurs soins, traitement médical et approvisionnement, mais le principe de la guerre reste cruel. Les tranchées froides de la Première Guerre mondiale, ou les déserts brûlants des conflits du XXIe siècle à chaque époque, ce sont les simples soldats qui souffrent du froid, de la chaleur, de la faim ou du stress. Et tandis que les généraux planifient les batailles, ce sont les hommes et femmes ordinaires sur le terrain qui portent les conséquences psychiques et physiques des combats. Aujourd'hui, nous comprenons mieux des notions comme trauma et syndrome post-guerre. Nous avons pour les vétérans des hôpitaux et des thérapies. Au Moyen Âge, rien de tout cela n'existait. Le soldat de l'époque devait se débrouiller seul avec ses terreurs, ou avec l'aide de la foi. C'est peut-être pourquoi aussi apparaissait dans les prières populaires la demande de la guerre, de la peste et de la famine, préserve-nous, Seigneur. Les gens simples savaient bien que la guerre n'apporte qu'affliction. Il est pourtant important de se rappeler les destins de ces lanciers et fantassins anonymes du passé. Non seulement comme chiffres dans les chroniques, mais comme des gens de chair et d'os qui avaient de leur famille, rêves et peurs. Leur sang traça les frontières des royaumes, leur sueur racheta les victoires des rois glorieux. Aujourd'hui,
Quand nous regardons des films historiques ou participons à des batailles en costume comme spectateurs, il est facile d'oublier comment c'était vraiment, se tenir jusqu'aux genoux dans la boue, une arme à la main et ne pas savoir si on vivra jusqu'au coucher du soleil. Prendre conscience de la cruauté de la vie du lancier médiéval peut nous mener à plus de respect envers ceux qui à chaque époque risquent leur vie pour les autres, et aussi à la gratitude de vivre à une époque où pour la plupart d'entre nous, la guerre n'est pas une réalité quotidienne. L'histoire montre cependant que la paix n'est jamais une évidence, elle est rachetée par les sacrifices de nombreux soldats inconnus. Je vous remercie d'avoir tenu avec moi jusqu'à la fin de ce récit. Si cette vidéo vous a plu, je serais content que vous lui donniez un like et la partagiez avec vos amis, qu'eux aussi apprennent quelle était la réalité derrière les légendes des chevaliers et châteaux. Merci pour votre attention, et j'ai hâte de vous retrouver pour un autre voyage dans l'histoire.